Donc, merci d'être là. Je suis très, très heureuse de vous retrouver. C'est la 20e édition. On a créé les entretiens européens en 2002, avec certains d'entre vous. D'ailleurs, je ne vais pas vous reciter. On a fait ça hier soir à l'occasion d'un dîner très sympathique et chaleureux. Le 20e colloque, alors on a fait 20 colloques, enfin c'est le 20e, une centaine de conférences, 100 articles et revues, la lettre, les cahiers, j'en passe et des meilleurs. On va essayer de vous offrir un de ces quatre ramassés de tout ça. Et nous avions d'ailleurs créé les entretiens en 2002 avec François Lamoureux, pour ceux qui s'en rappellent, et Loyola de Palacio, avec la Commission européenne, qui ne nous a jamais lâchés depuis, il faut quand même le dire, même si on se frictionne quelquefois, on n'est pas toujours d'accord bien sûr, mais ils sont là, ils acceptent le débat contradictoire, ils écoutent quand même un peu, pas trop, mais on espère que cette année, en tout cas, ils nous écouteront un peu plus parce que, évidemment, nous sommes dans un contexte tout à fait inédit. Et je sais que la DG Énergie, en plus, va être en charge de pondre la réforme du marché de l'électricité. Donc, elle a du travail à faire. Et il va falloir qu'elle travaille, d'ailleurs, avec les autres institutions, mais aussi avec les acteurs de la société civile, et notamment les entreprises et les territoires, qui sont les principaux acteurs, gros consommateurs d'électricité ou d'énergie. Alors, on avait conclu le colloque, si vous vous souvenez, l'année dernière, sur la proposition de faire ce colloque cette année sur la géopolitique du nucléaire. On n'imaginait pas que la vie nous gâterait autant, si j'ose dire. Tension géopolitique avec la guerre en Ukraine, révélatrice d'ailleurs des changements géopolitiques en gestation depuis des années, et pas seulement avec la guerre. Démondialisation, refractionnement en bloc de notre monde, aggravé d'ailleurs par une pression américaine. Je dis ce que je pense, vous me connaissez, je suis provocatrice, insupportable, et qui sont évidemment les Américains très à l'offensive. Tant qu'ils n'auront pas éliminé les Russes et les Chinois de la scène internationale, ils ne seront pas contents, ils vont continuer. Donc, à mon avis, ils n'y arriveront pas. Mais ça va supposer quand même beaucoup de tensions, enfin beaucoup de conflits, et certainement des ripostes. Mais des ripostes à la mesure, évidemment, des conflits, et ça, c'est extrêmement compliqué, bien sûr. Crise économique et sociale qui peut se transformer, mais Philippe Herzog nous en dira peut-être un mot tout à l'heure, en crise financière et monétaire. Alors, et les États sous-estiment la nature de cette crise, pas tous. Il y a des articles dans le Financial Times, pour ceux qui le lisent, qui nous expliquent ça en long, en large et en travers. Et par contre, en Europe, et en tout cas en France dans les Échos, qu'on aime bien pourtant, bon, c'est une crise, c'est passager, ça passera. Voilà. Non, on a le temps quand même de trinquer au passage et ça peut durer plusieurs années. Crise climatique, évidemment, avec maintenant les effets qui se font sentir, on les a vécus cet été, ils se font sentir partout, bien sûr, mais y compris dans nos pays. Crise énergétique, alors qui est vécue comme une conséquence de la crise climatique, énergétique, financière et tutti quanti, et géopolitique. Mais elle aussi, la crise énergétique, elle est en gestation, moi je dis depuis 20 ans. Alors peut-être que j'exagère, facilement depuis 10 ans en tout cas. Et nous avons eu d'ailleurs notre 19e édition l'année dernière, pour ceux qui étaient là, sur la crise. Nous avons conclu sur la crise avec déjà l'explosion des prix du gaz et l'annonce de nouvelles crises qui étaient complètement banalisées par les institutions. Je ne citerai personne. Il y en a toujours, nous a-t-on dit. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ben non. Justement, anticipons. Sauf parce que cette fois-ci, la crise, je répète, économique, climatique, financière, énergétique, etc., géopolitique, elles s'alimentent les unes les autres. Il faut articuler, bien sûr, les conséquences de ces crises. Et la nature de la crise globale appelle évidemment des mesures urgentes et des réformes sans précédent. Alors, les mesures de court terme, bien sûr, il en faut, parce qu'il faut aider les pauvres. Mais des mesures qui doivent impérativement s'inscrire dans le long terme si nous ne voulons pas avoir un retour de bâton et aggraver évidemment à notre corps défendant peut-être la situation.
Or, on y reviendra. Je ne suis pas bien sûre que tout le monde n'est pas un peu conscient de ce qu'il est en train de faire, mais les mesures de la Commission européenne, je le dis, Susanna, je le redirai à Massimo, bien sûr, ce sera dans nos conclusions, ne nous semblent pas du niveau. Les mesures de la Commission et celles des États membres, hein, je précise. Hein, attention, moi je ne suis pas contre la Commission, je la valorise, je pense qu'il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle se réforme, certes, mais on en a besoin. Mais elles ne s'inscrivent pas dans une réforme de long terme. Elles ne tiennent pas compte déjà des inégalités entre nous, entre les États membres. Et elles ne tiennent pas compte de la diversité de nos systèmes nationaux. Et par la voix de Mme von Leyen, qu'on ne supporte plus d'entendre, hein, d'ailleurs, je parle pour moi là, hein, on a un peu l'impression qu'elles sont là pour sauver le soldat Allemagne. Alors, la solidarité à courte vue et seulement pour l'Allemagne, c'est trop court, ça ne va pas, parce qu'on a besoin de solidarité entre tous les États membres. Certes, l'Allemagne est une puissance industrielle, elle tire l'Europe, il ne faut pas le cacher. Et les autres États qui sont affaiblis, ce n'est pas la faute de l'Allemagne, c'est de leur faute, on est bien d'accord. Mais attention aux ambitions allemandes, y compris les ambitions militaires. Je dis une petite parenthèse, je le dis tout de suite, je ne le redirai pas ce soir, et parce qu'ils veulent devenir le leader de l'armement en Europe, et pas avec des armes européennes, entre parenthèses, avec des armes américaines. Donc attention, c'est dangereux, c'est grave. Alors la solidarité, c'est ce qui nous a manqué au moment de la construction du marché de l'énergie et de l'électricité. Quand on a ouvert nos systèmes nationaux, on a bâti un marché européen. Nous, on était pour, mais on a mis en garde. Attention de ne pas le construire bancal. Il manque une politique publique, il manque de la solidarité là-dessus. Et en plus, les choix qui ont accompagné l'ouverture du marché et les objectifs qui nous ont été proposés par la Commission, ratifiés par les États d'ailleurs, nous les avons questionnés. Nous avons anticipé des effets pervers. Ça fait 20 ans. Alors, je peux me permettre de le dire. Ce n'est pas pour dire qu'on avait raison avant tout le monde. Hein. Il ne s'agit pas de ça du tout. Mais on ne nous a pas écoutés une seule fois. Et comme je l'ai dit, on a fait des colloques tous les ans. Alors, on voudrait bien être entendu un petit peu cette fois-ci, parce que si les prix du gaz explosent, c'est que nous en consommons trop. Voilà la raison. Pas parce que les Russes coupent le robinet. Si on en consommait moins, les Russes pourraient toujours couper le robinet, on n'aurait pas l'explosion des prix. Il y a un problème d'offre et demande sur le marché. Hein, et ça, évidemment, c'est notre responsabilité. Alors, bien sûr, la guerre et les tensions ont aggravé la situation. Et je pense aussi que les sanctions contre la Russie, on a la réaction qu'on a à des sanctions. Il défend ses intérêts, Poutine. Alors je ne le défends pas. Je ne défends pas la guerre parce que je pense toujours qu'il y a d'autres solutions que la guerre et les sanctions pour sortir des impasses et des conflits. D'ailleurs, c'est le sens même de la construction européenne. La paix, régler nos conflits par le droit, c'était ça l'idée. Et aujourd'hui, tout le monde se surarme, n'est-ce pas, pour faire la guerre. Donc, on est dans une période extrêmement grave. Alors, trop d'énergie renouvelable sur le marché a entraîné trop de gaz, puisque ça a affaibli en même temps le nucléaire, pour des raisons de marché d'ailleurs. Un marché qui favorise des investissements de court terme, des prix volatiles, la concurrence entre les entreprises et les États. Évidemment, le nucléaire, on le sait, on a fait tout notre colloque l'année dernière là-dessus, il a une spécificité. Hein. Donc, c'est des investissements lourds, à long terme, à rentabilité différée. Il faut de la visibilité, il faut des garanties publiques. Bon, on ne l'a pas sur le marché concurrentiel européen et il faut rééquilibrer le marché avec des politiques publiques ou en sortant le nucléaire de la concurrence. Mais ça, ce sera pour le débat. Évidemment, je n'anticipe pas. Parce que nous avons besoin de long terme, de prix stables, visibles pour les investisseurs et nous avons besoin de coopération. Alors, il faut le réformer. Ce sera tout le sens de notre colloque, le énième, hein, là-dessus. Donc, une bataille de 20 ans que j'ai menée avec Philippe Herzog et vous tous. On ne se lasse pas, si j'ose dire, mais je ne résiste pas quand même à vous montrer un petit truc. Vous allez les reconnaître. J'en ai comme ça une vingtaine. Les investissements dans le nucléaire en Europe, bâtir un cadre de long terme pour la valorisation et le financement des projets. C'était en 2016. C'est un parmi d'autres. J'en ai plein comme ça. Je vous les montrerai. Je vais vous les envoyer. Et vous verrez qu'on a un peu innové dans l'actualité, mais qu'on était déjà pas si mal du point de vue de nos propositions. Alors, bien sûr, on va avoir le débat.
Et au-delà du débat, on aimerait avoir quelques concrétisations, j'allais dire avant qu'on meure. Ce serait quand même bien. Enfin, moi, maintenant, je suis un petit peu... Ça fait 50 ans, donc je ne vais pas encore vivre 50 ans. Et si on pouvait concrétiser tout ça avant, ce serait bien. Mais pour ça, il va falloir mobiliser la société, je l'ai dit, mobiliser les institutions, travailler ensemble aux solutions. Pas les uns contre les autres, pas dans l'opposition, pas nous dans les manifs, et puis les institutions qui font comme si ça n'existait pas. Donc je n'ai pas beaucoup parlé du nucléaire dans tout ça. Mais évidemment, on va le faire toute la journée, car il fait partie de la solution, le nucléaire. Pour la paix, pour le développement, pour le climat, pour la solidarité, c'est un bien public qui doit être défendu et soutenu par les États membres qui en font le choix, certes, mais aussi par la Commission européenne, car ça relève de l'intérêt général. Et si des États membres n'en veulent pas, ce qui est leur droit et leur choix, qui est discutable, hein, parce que quand il manque d'électricité, ils appellent quand même le nucléaire sur les réseaux. Mais ils n'ont pas le droit de s'opposer ni aux États membres qui en font le choix, ni à l'intérêt général. C'est une bagarre. Eh bien, on veut la gagner cette année. On veut la gagner parce que les États nucléaires en Europe, ils sont majoritaires. Ils sont 13 encore à en avoir. Alors, parmi les 13, il y en a 2 qui ne savent pas s'ils vont le continuer, on le sait. Mais en tout cas, il y en a 10 qui ont fait le choix. Au niveau de la population, on est plus nombreux que les autres, donc il n'y a pas de raison qu'on soit sur la défensive. Il faut passer à l'offensive. Et nous allons voir dans ce colloque aujourd'hui, qu'on a organisé en 3 parties, la dynamique, la perspective de l'histoire du nucléaire. On va remettre l'histoire de notre nucléaire en perspective. On verra comment, avec Emilia, que je remercie d'être là, Emilia Janis, qui est la secrétaire stratégie de European Nuclear Society, qui va animer la 2e table ronde. La première sera animée d'ailleurs par elle. Je dis des bêtises. Elle va prendre le relais dans un quart d'heure. Après, nous verrons l'évolution des mix énergétiques dans les États membres dans ce contexte de crise et de mutation, parce qu'il y a aussi des mutations qui vont dans le bon sens, hein, avec l'électrification des usages. On a fait un colloque entier à Helsinki. Hein. Je veux remercier Juha Puakola qui est là. Merci Juha d'être ici. Et là aussi, on avait pris un peu d'avance. Et on a découvert l'année dernière qu'il allait falloir consommer plus d'électricité dans notre mix énergétique. Bon, il n'est jamais trop tard, hein. C'est quand même bien quand ça arrive, finalement. Et puis, on examinera la trajectoire du mix énergétique et électrique européen, savoir si oui ou non, on est capable de changer de trajectoire et de rééquilibrer notre mix. Et enfin, on terminera par les coopérations et la solidarité à créer sur le marché dans le secteur nucléaire, pour le financement des investissements, parce qu'il faudra des partenariats publics-privés, parce que les États tout seuls, avec la crise financière, la remontée des taux d'intérêt, etc., ils ne pourront pas payer les pauvres, les entreprises qui font faillite, le nucléaire, l'énergie et tutti quanti. Et puis enfin, on examinera la coopération politique entre les États membres, entre États volontaires qui veulent bien structurer une coopération plus puissante pour faire avancer une filière, un sujet et le bien public qu'est le nucléaire au niveau de l'Europe. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire d'entrée de jeu. On va passer maintenant une vidéo, oui, de Raphaël Grossi. Alors Raphaël Grossi, quand même, vous le connaissez, c'est le directeur général de l'AIEA. Il est sur le pont, là, en ce moment. Il était à Moscou avant-hier. Il était en Ukraine hier. Il ne peut pas être avec nous, bien sûr. Il a fait sa vidéo, je ne sais plus où, dans l'avion, je crois. Enfin, voilà, mais il nous l'a envoyé, juste à temps. Et donc, place à Raphaël Grossi. Bon colloque et à tout à l'heure. Dear friends, dear colleagues. Chers amis, chers collègues, c'est un plaisir pour moi de participer une fois de plus, même virtuellement, à cette nouvelle édition des Entretiens européens. Un rendez-vous, une conférence qui réunit des acteurs importants à un moment charnière pour l'investissement dans le nucléaire et pour l'énergie plus largement en Europe et dans le monde. Alors que je vous envoie ce bref message,
Je suis en route vers Kiev dans le cadre des efforts de l'AIEA pour protéger la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Je commence ces quelques mots par cette référence parce que notre succès pour prévenir un accident nucléaire dans le contexte du conflit en cours seront, d'après moi, essentiels et auront une influence clé, déterminante probablement, pour permettre au secteur nucléaire de prospérer et de réaliser cette promesse qui nous paraît aujourd'hui tout à fait possible. La situation actuelle présente des opportunités, si ne pas uniques ou tout à fait nouvelles, des opportunités réelles. On voit pour la première fois depuis des années que l'énergie nucléaire est considérée d'une manière ouverte et de moins en moins polémique comme une vraie solution à la convergence des problèmes posés par le réchauffement planétaire et la crise énergétique que nous vivons. It is obvious that for this to... Il est évident que pour que cela se produise, un certain nombre de choses seront nécessaires. Au niveau institutionnel, au niveau des politiques, un certain nombre de choses progressent dans la bonne direction. Mais ce n'est pas facile. Nous l'avons vu dans les débats européens sur la taxonomie. Autour de la taxonomie, nous avons compris toutes les difficultés qui entourent cette question. Et pour ceux qui travaillent dans le nucléaire, tout cela paraît évident. La qualification de l'énergie nucléaire pour ce qu'elle est et pas ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une source d'énergie décarbonée et pratiquement zéro émission. Il existe une responsabilité au niveau politique. Et dans des circonstances comparables, eh bien, il est important que les investisseurs, les entreprises, les gouvernements puissent prendre les décisions qui sont requises avec toute la confiance nécessaire. Mais dans le même temps, il est également important pour le secteur nucléaire, pour la filière nucléaire, pour nous, si vous me permettez le collectif, de produire ce qui est attendu. En d'autres termes, offrir des opérations sûres à long terme, puisqu'il s'agit, et de loin, de la manière la plus simple et la plus efficace de maintenir nos options énergétiques bon marché, abordables pour nos sociétés, et de maintenir un réalisme dans l'engagement et les engagements politiques vers des émissions zéro et des énergies décarbonées. C'est un héros méconnu, le nucléaire. Et l'AIEA travaille d'arrache-pied à travers ses missions d'évaluation pour offrir le conseil nécessaire, le soutien nécessaire et pour comparer les expériences, puisque tout cela est nécessaire pour les opérateurs. Et nous emmenons déjà un certain nombre de nos centrales nucléaires à un horizon de 80 ans et au-delà. Donc c'est très important. Par rapport aux 9 nucléaires, un certain nombre de considérations souveraines entrent en jeu. La fiscalité, la manière dont les investissements dans ce domaine sont encouragés et nourris. Dans la perspective de l'AIEA, il est important également de soutenir le neuf nucléaire. Alors, nous pensons bien sûr aux grandes centrales nucléaires existantes, mais également
au déploiement réussi de la modularité avec les petits réacteurs modulaires, les SMR et même les micro-réacteurs. C'est quelque chose que nous demandons aux régulateurs de la filière nucléaire. L'harmonie, l'harmonisation, comme nous l'appelons, et la normalisation du secteur. C'est pour cette raison que l'AIEA a lancé NESI, Nuclear Harmonization and Standardization Initiative, l'initiative d'harmonisation et de normalisation du nucléaire qui réunit la filière tout entière, l'industrie, les gouvernements, les régulateurs pour pouvoir contribuer aux solutions dans ce domaine. Je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de vous envoyer ces quelques mots en route vers une mission qui permettra de consolider la confiance dans le nucléaire. À cette époque troublée et qui demande la paix dans le monde. Et j'espère l'année prochaine vous rejoindre personnellement. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup.